peut-être dire que cette approche, disons, chercher à développer une perspective sociologique sur les droits humains disons, est relativement… pendant longtemps, la sociologie a été relativement réticente à s'interroger ou à faire de la question des droits de l'homme ou de la question des droits humains un objet, hein, même si on peut lire dans les premiers travaux durkheimiens peut-être un adossement à la question des droits de l'homme. En tout cas, depuis ces premiers travaux, il y a eu une réserve forte par rapport à cette thématique des droits humains, réserve forte qui s'explique par le fait qu'ils ont été beaucoup réduits à une forme d'idéologie et d'idéologie individualiste, hein, sur lequel la sociologie aurait surtout à développer une approche critique, à l'instar d'ailleurs de nombreux travaux qui ont pu, plutôt en théorie politique ou en philosophie, se développer en réticence vis-à-vis du discours sur les droits humains. Les sociologues ont pu s'inscrire dans une réserve considérant cet objet comme un discours idéologique plutôt qu'un véritable objet social. Alors d'abord, bien sûr, on peut dire qu'au regard du développement du discours sur les droits de l'homme, sur les droits humains depuis quelques décennies, simplement ces pratiques-là, ces discours-là sont un objet intéressant à observer en tant que tel. Et de fait, il y a pas mal de travaux qui se sont développés depuis une quinzaine d'années sur précisément le développement de la référence aux droits humains dans le combat, dans différents mouvements sociaux, hein, que ce soit sur les questions, bien sûr, disons, par exemple, il y a des travaux sur la Convention pour l'élimination de toutes les discriminations envers les femmes. Il y a des travaux sur les épistémologies du Sud qui interrogent bien sûr la dimension, la possibilité d'une dimension universalisante d'un discours sur les droits par rapport au vécu de différentes minorités. Disons, il y a tout un certain nombre de travaux qui se sont développés, qui prennent le discours sur les droits comme objet. Et il nous semble intéressant de ne pas simplement prendre ce discours, la profusion sociale d'un discours sur les droits comme objet, mais de prendre ce discours comme recherche de la formulation d'un idéal, comme recherche de formulation d'une utopie qui peut être amenée précisément à se renouveler. Alors, je m'inscris ce faisant dans les travaux d'un sociologue allemand, Hans Joas, qui propose le terme de généalogie affirmative pour dire c'est intéressant en fait de travailler sur les droits humains à l'articulation d'un questionnement normatif théorique sur la validité d'une norme et d'un questionnement empirique, historique, concret sur la manière dont la question de la validité de la norme s'articule toujours aux manières dont elle est produite par des acteurs sociaux qui sont situés, hein, qui sont toujours dans un contexte donné, et que donc la dimension historique de la définition d'une norme ou d'un idéal peut s'articuler à une dimension plus théorique sur la validité de la prétention de ces normes. Alors, ce positionnement, hein, il nourrit l'idée effectivement qu'il faut faire discuter les travaux empiriques sur les mouvements sociaux et les travaux plus théoriques, encore une fois, de philosophie du droit ou de doctrine juridique. Alors,
ce mouvement de généalogie affirmative, hein, le terme d'affirmatif vient le dire aussi, il vise précisément non pas à être seulement dans une position critique par rapport à l'énonciation d'idéaux qui peuvent être réduits à des formes d'idéologie, mais précisément de s'inscrire dans un mouvement affirmatif qui s'inscrit dans une dynamique de production de l'idéal dans le même temps où les acteurs sociaux participent à sa production. Le travail sociologique et la participation des chercheurs est bien aussi une forme de contribution à ce travail de réflexion, de production sur les idéaux. Donc, cette dimension de sociologie affirmative, elle vient dire aussi un petit peu le positionnement proposé par rapport à l'objet capacité juridique universelle et à l'article 12 de la Convention. Et elle explique aussi justement la manière dont comment dire, le travail sur les droits humains est indissociable des mouvements sociaux qui participent à la production de leur signification et à leur production comme idéal ou comme utopie régulant la vie sociale. Alors, je vous propose à partir de ce contexte-là, d'essayer d'articuler trois types de questions. Hein. Un premier, des questions plus liées justement peut-être à des cadrages de sociologie des mouvements sociaux, mais de se demander comment la capacité juridique universelle est devenue un objet pour un mouvement social, comment le mouvement social pour les droits des personnes en situation de handicap en est venu à développer une vision qu'on peut dire radicale de la capacité juridique. Donc, comment est advenue cette notion, cette doctrine. Alors, peut-être aussi avec l'idée que j'ajoute un terme qui vient de Joas, hein, de dire la manière d'advenir, l'avènement des valeurs, l'avènement d'un idéal. Hein, c'est une manière aussi de penser l'articulation entre quelque chose de nouveau qui est pensé par les acteurs sociaux ici et maintenant, de manière située, mais qui renvoie à une forme d'évidence qui semble déjà là, qui a une intensité, qui a une forme de rapport, d'impression de vérité qui semble antérieure, déjà là, par rapport à la manière dont les acteurs peuvent se le construire. Hein. Donc, qui associe la dimension d'innovation et la dimension de découverte. Donc, comment cette découverte, comment cet avènement de la capacité juridique universelle se fait. Un deuxième type de questionnement qui porte plus sur la dimension institutionnelle, instituante ou et de cette capacité juridique universelle, donc plutôt dans un corpus institutionnel qui est celui du droit, d'un droit international des droits humains, qui est une toute petite branche du monde juridique, mais pour autant qui est une branche qui a des prétentions instituantes importantes. Donc, une réflexion sur la traduction des idéaux dans des formes instituées, dans des formes institutionnelles. Et en ça, j'aurais tendance aussi à proposer un regard sur le droit spécifique, non pas comme une activité politique comme les autres ou une norme sociale comme les autres, comme un certain nombre de sociologues peuvent le faire, mais de considérer qu'effectivement, il y a dans la forme, il y a dans le type de formalisation juridique une spécificité qui a à voir avec
l'institutionnalisation de valeurs ou l'institutionnalisation d'idéaux, à savoir que par les formes qu'il propose, le droit met à disposition des outils qui sont ouverts sur une temporalité longue, hein, qui sont ouverts sur une temporalité qui ne se réduit pas à l'usage que les acteurs sociaux ici et maintenant en font, hein. Donc cette réflexion sur l'institution, elle s'articule à une manière de regarder le droit comme une forme de régulation sociale effectivement spécifique qui a notamment par son inscription dans la durée. Et puis un troisième type de questionnement qui porte sur la manière précisément de se représenter les personnes humaines qui est proposé à travers le concept de capacité juridique universelle. Qu'est-ce qui change? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Et s'il y a quelque chose qui change, qu'est-ce qui change dans la manière de se représenter les êtres humains, les personnes humaines? Alors, je vais donner quelques éléments par-ci, par-là sur ces différentes questions. D'abord, peut-être rappeler que la question du handicap, des handicaps, n'est pas présente dans le discours et les déclarations instituantes des droits de l'homme dans leur première génération, dans la formulation française de 1789 ou dans les formulations plutôt états-uniennes, hein. Cette première génération qu'on dit parfois civile et politique des droits de l'homme, ne parle pas, ne s'intéresse pas à la question des handicaps. On est dans une vision effectivement abstraite, hein, de la personne. Et donc, la mise en avant de la question du handicap comme problématique des droits humains est un processus social assez lent qui va se développer dans les décennies du XXe siècle et qui va se développer assez tardivement, hein. On peut dire c'est vraiment dans les années qui précèdent la Convention, hein, fin des années 90, début des années 2000, qu'un certain nombre d'acteurs viennent dire les handicaps sont un problème de droits humains, sont un problème de droits de l'homme. Alors, jusqu'alors, la déclaration universelle de 1948 n'évoque pas effectivement non plus la question des handicaps. Les différents textes juridiques qu'on considère comme le corpus de droit international des droits humains, donc les pactes civils et politiques et les pactes socio-économiques ou les différentes conventions qui ont une prétention aux droits humains n'évoquaient pas la question des handicaps. Et c'est de fait à travers le truchement de la mobilisation sociale de groupes de personnes en situation de handicap, à partir notamment des années 60, que a été possible de cadrer la question du handicap comme question relevant des droits humains, hein. Alors, sans refaire l'histoire de ce mouvement, dire aussi que ce n'est pas parce que les droits humains ne s'intéressaient pas au handicap que le handicap n'était pas présent dans les normes internationales, hein. Il y a tout au long du XXe siècle énormément de productions normatives, juridiques, relevant de droits supranationaux qui s'intéressent au handicap, mais en proposant des normes relevant de droits spécifiques ou relevant d'activités professionnelles, hein, qui relèvent du handicap dans le contexte pour les travailleurs, par exemple, ou dans le contexte des mutilés de guerre, ou dans des contextes spécifiques. Il y a tout un certain nombre de normes qui sont développées par des experts
par des experts à la fois des droits ou des questions de professionnels du handicap. Et il y a une articulation, une alliance qui se fait à partir de la fin des années 70 et du début des années 80, où les organisations de personnes handicapées sont reconnues comme ayant droit au chapitre avec les experts internationaux. Donc, cette reconnaissance des mouvements de personnes handicapées va vraiment être ce qui va permettre un cadrage de la question des handicaps comme problème relevant des droits humains. Les premières c'est par, bon, peu importe, c'est peut-être du détail, en tout cas, c'est au début des années 80 que la Commission des droits de l'homme s'est saisie de problèmes, des conséquences pour les personnes handicapées d'un certain nombre de violations contre les droits de l'homme dans différents contextes nationaux. Alors, cette constitution, ce cadrage de la reconnaissance du handicap comme problème de droits de l'homme, il vient répondre à l'affirmation d'un principe de non-discrimination, qui est au cœur de l'affirmation des droits humains depuis la déclaration de 1948, non-discrimination, une manière de penser l'égalité particulière, et puis elle repose aussi effectivement sur des formes de revendication à la vie autonome, de revendication à ce qu'on dirait aujourd'hui l'autodétermination, qui ne se dit pas tout de suite, qui ne se dit pas à travers la revendication de la capacité juridique. C'est vraiment au moment de la négociation de la Convention que la question de la capacité juridique apparaît comme une préoccupation portée initialement spécifiquement par les organisations internationales portant la question du handicap intellectuel, en l'occurrence Inclusion internationale, et puis très vite, l'organisation représentant plutôt la question du handicap psychosocial, l'Organisation mondiale des usagers et survivants de la psychiatrie, qui vont faire une alliance autour de l'importance de cette question de la capacité juridique, les réflexions d'inclusion internationale ayant déjà été développées autour d'une manière de pouvoir remplacer les mesures de tutelle qui posent problème, où la conscience du problème posé par les mesures de tutelle est présente dans des associations, dans des organisations travaillant avec des personnes en situation de handicap intellectuel. Il y a cette conscience du problème de la tutelle. Et il y a une alliance qui est faite avec cette association de handicap psychosocial qui vient dire de manière concrète toute restriction de capacité rend possible des restrictions de liberté et notamment des soins forcés. Et donc, il s'agit de faire de la capacité juridique et d'une capacité juridique qu'on ne peut pas limiter la base des revendications qu'on porte pour cette convention. Alors, très vite, cette alliance entre un handicap international et le WINUSP, le handicap psychosocial, va être portée vers les autres organisations représentant d'autres types de handicap, avec l'idée que oui, cette base-là peut intéresser les autres handicaps. Les aveugles, très vite, vont dire oui, le problème, il y a des tas de restrictions à la capacité juridique qui ne sont pas justifiées quand on est aveugle. Disons, il y a une transversalisation de la revendication qui se fait au moment des négociations et qui va conduire à prendre conscience aussi de la dimension potentiellement conflictuelle et donc potentiellement politique de cette revendication d'une capacité juridique qui ne peut pas se restreindre et de ce qui sera nommé plus tard la revendication de l'abolition des systèmes légaux de prise de décision substitutive. Donc, je passe rapidement, mais on peut dire que
la dimension de politisation de cette convention, de dire c'est pas simplement du déclaratif, on n'est pas dans du droit comment dire, empathique, on est bien dans du droit qui vient revendiquer des transformations dans les règles institutionnelles domestiques et nationales à travers la capacité juridique universelle. Cette prise de conscience se fait tôt à travers les désaccords de beaucoup des États parties prenantes de cette convention qui considèrent que c'est problématique d'avancer, de remettre en cause ces systèmes légaux de prise de décision substitutive. Dire peut-être que les acteurs de la Convention, beaucoup parlent du waouh moment, du moment waouh, pour dire on prend conscience avec la capacité juridique universelle, on prend conscience d'une expérience de discrimination évidente vécue par les personnes en situation de handicap, que la capacité juridique universelle nomme de manière fait comprendre cette discrimination de la restriction à exercer ses droits. Hein. Et ce terme, il me semble intéressant pour dire la force, l'énergétique qu'il va y avoir dans la question de cet article 12 de la capacité juridique et qui va permettre sans doute sa politisation à travers le positionnement pris par le Comité des droits qui après la négociation de cette convention, va immédiatement dire c'est sur cet article qu'il faut d'abord porter les forces pour que cette convention soit appliquée et il faut transformer le regard sur les personnes en situation de handicap. Alors, peut-être dire que à ce stade, parmi les acteurs qui vont promouvoir la capacité juridique universelle, il y a assez vite des spécialistes de droit internationaux qui se mettent à écrire sur cette question, des théoriciens ou qui viennent dire oui, effectivement, la capacité juridique universelle oblige à repenser la personne de droit telle qu'on l'a historiquement pensée, hein, autour d'une vision sans doute trop réduite de la rationalité, une vision trop instrumentale de la rationalité. Et donc, un certain nombre d'auteurs disent c'est le système juridique tel qu'il s'est construit au moment moderne, au moment des Lumières, au moment du développement progressif d'état de droit démocratique. Ça s'est fondé sur un individu pensé comme un peu étroitement rationnel. Et donc, c'est bien cette représentation des personnes de droit comme étroitement rationnelles qu'il faut remettre en cause à travers cette revendication de la capacité juridique universelle. Alors, je reviendrai un tout petit peu sur cet élément-là, dire que cette affirmation, elle rencontre de capacité juridique universelle et donc d'interdiction des prises de décision substitutives et de développement d'un accompagnement généralisé. Hein, elle fait l'objet de réserves, on le sait, parmi des professionnels, notamment des psychiatres, mais elle fait aussi l'objet de réserves parmi d'autres organes des droits de l'homme, d'autres organes des droits internationaux des droits de l'homme qui peuvent avoir une vision différente, où en gros, c'est bien une vision des droits de l'homme qui est promue là, qui n'a pas encore un consensus général. Alors, dire maintenant quelques mots rapidement sur la manière dont s'institue à l'intérieur des États, quels sont les effets de cette convention, quels sont les effets de cet article 12 sur les droits, sur les contextes qu'on peut, avec les juristes, dire domestiques, hein, mais les contextes nationaux, les contextes locaux. Hein. Alors, peut-être dire d'abord effectivement que pour les États, une convention internationale a d'abord une dimension un peu mécanique. Hein, surtout dans le contexte français, une convention sur les droits de l'homme, on est invité à la signer comme au regard de la tradition politique française. Il y a
y a une procédure, il y a une procédure relativement mécanique qui fait qu'il y a une dimension d'abord assez inaperçue de cette convention qui passe en retrait par rapport aux lois sur le handicap qui se développent dans le même temps. Dire que cette dimension inaperçue, elle est évidemment très, très présente auprès des professionnels ou auprès des personnes en situation de handicap. Hein, quand on enquête auprès comment dire, de professionnels ou de personnes entre guillemets ordinaires, c'est-à-dire non impliquées dans le mouvement social pour les droits des personnes handicapées, il y a une méconnaissance complète de cette convention, ce qui interroge bien sûr sur sa portée. Alors précisément l'enjeu de mettre en œuvre une réflexion participative sur la manière de domestiquer une telle notion, une telle convention, c'est de dire il ne s'agit pas simplement de faire découvrir, découvrir de manière top-down quelque chose qui serait dicté par l'ONU et qui serait à appliquer de manière mécanique, mais c'est bien de voir comment cette conception-là fait écho à la conscience du droit, à la conscience des droits, on pourrait dire à la conscience des droits humains qu'ont les personnes, et pour le dire encore avec une autre formule, de l'expérience sociale que vivent les personnes. Est-ce que cette capacité juridique universelle fait écho avec l'expérience sociale vécue par les personnes, qu'on soit en situation de handicap, en situation professionnelle d'accompagnement, en situation familiale d'accompagnement, quelles que soient nos positions sociales, en quoi cette position fait sens, hein. Alors, dire là-dessus, bien sûr que de manière forte, l'enquête que j'ai pu mener à la fois à partir des travaux de la première ConfCap de 2017 qui portait sur ces questions de contraintes légales et puis d'entretien menés avec une diversité d'enquêtés, hein, il y a quelque chose qui ressort fortement d'une reconnaissance de l'importance des droits humains comme relevant de la reconnaissance d'une commune humanité, hein. Peut-être dire qu'effectivement, avant les dimensions de différence vécue, de reconnaissance de situations contextuelles vécues particulières, il y a bien, oui, le besoin de se reconnaître dans une commune humanité qui se dit par qu'on soit de telle ou telle nationalité, qu'on soit jaune, noir, blanc, qu'on soit pharmacien, handicapé, sociologue, etc. Il y a cette reconnaissance de commune humanité qui est fortement ancrée dans ce que les enquêtés peuvent dire de leur expérience sociale. Il y a immédiatement après quelque chose de très important, surtout pour les personnes marquées par une vulnérabilité particulière. Il y a le fait qu'il y a des institutions protectrices, que face aux vulnérabilités de la vie qui commencent, qui peuvent être marquées dès l'enfance, quel que soit le moment où il y a une vulnérabilité plus marquée, il y a une conscience forte qu'il y a une présence institutionnelle qui protège, hein. C'est-à-dire que la dimension de l'autonomie et de l'émancipation vient toujours en écho avec la reconnaissance de droits humains qui sont là pour protéger, hein. Et alors, c'est intéressant, il me semble que cette expérience sociale, ce qu'elle dit est importante au regard, bien sûr, de l'endroit, du curseur proposé par la Convention de déplacer l'enjeu d'émancipation, d'autonomie vers plus d'émancipation et de dire il faut réduire, être moins surprotectionnel, hein,
être moins dans une surprotection. Hein. Alors, avoir en tête que cette dimension de la protection est immédiatement associée aux représentations des droits humains. Hein. Les droits humains, c'est bien sûr le respect de l'autre, c'est l'égalité, c'est la liberté, c'est l'affirmation d'un certain nombre de valeurs, mais c'est aussi la conscience qui se traduisent par des institutions de protection qui permettent, qui conditionnent des formes d'autonomisation ou d'émancipation. Dire également qu'il semble que la capacité juridique universelle, même si bien sûr le terme n'est pas présent dans l'expérience sociale des personnes, elle permet, à travers les dégradations, disons, à travers ce qui est vécu dans les restrictions de capacité, de nommer ces restrictions de capacité, de les nommer effectivement comme des dégradations, comme des manières dégradantes humainement de reconnaître les personnes, de les minoriser, hein, de les minorer, c'est-à-dire de les rendre mineurs. Hein. Donc, disons, la perspective de la capacité juridique universelle, le langage de la capacité juridique universelle permet indéniable de nommer, de qualifier ce qui est vécu comme des violations d'une commune humanité, une violation des droits humains, comme se sentir vraiment réifié, objectivé, hein, comme la manière de ne pas être reconnu comme personne humaine. Hein, donc, il me semblait aussi vraiment intéressant de faire ressortir la manière dont le cadrage sur une capacité juridique universelle, c'est-à-dire qui ne peut pas être réduite, qui ne peut pas être limitée, renvoie à la manière, à la possibilité de décrire toutes ces réductions comme dans ce qu'elles font éprouver, dans les expériences vécues. Et puis, dernier élément, peut-être dire aussi, alors c'est lié à ce que j'ai dit avant sur la dimension protectionnelle, mais quand on rentre davantage sur vraiment la dimension des mesures de prise de décision substitutive, de la question de la prise de décision, hein, une chose qui m'a profondément marqué, c'est la présence du souci de mort, hein, que ça soit dans les descriptions, dans les situations qui ont pu être partagées sur quand est-ce qu'on est mis en difficulté par le fait de devoir prendre une décision pour autrui, hein, et ben, la figure du danger, elle prend fortement, elle monte vite à ce souci de, il y a un risque mortel qui peut être décrit très différemment par les professionnels qui vont décrire techniquement un risque de suicide, par des proches qui vont décrire leur crainte devant des manières autodestructrices, des manières de vivre qui peuvent être dangereuses pour les personnes. En tout cas, la question de la prise de décision substitutive renvoie indissociablement disons, à une décision, je le dis de manière un peu brutale, mais d'enjeu de vie ou de mort. C'est-à-dire que il y a, on est embarrassé, il y a une conscience, que la décision substitutive est à la fois une manière de nier, de donner, de créer de la petite mort chez les individus, et à la fois un rapport direct de sauver de la mort. Hein. Donc, il me semble important de revenir aussi à ces expériences relatées-là pour interroger la place aussi disons, comment dire, de qu'est-ce que protège le sujet de droit, ou qu'est-ce que la personne de droit, qu'est-ce que la capacité juridique, qu'est-ce qu'elle vient produire dans des vies concrètes. Alors, dire également que dans les réceptions institutionnelles, il n'y a pas eu, il y a eu assez peu de choses, disons,
c'est trop vite dit, mais je ne vais pas m'étendre là sur la manière dont cette convention a pu influencer quelques évolutions législatives, sauf sur un point, effectivement, celle de l'abandon de la possibilité de retirer le droit de vote. Hein. Donc, une manière d'universaliser le droit de vote. Hein. Et donc, là, il y a une manière d'être influencé très directement par la capacité juridique universelle qui passe par le droit politique et pas par les droits civils. C'est assez intéressant de noter cette distinction parce qu'elle elle me conduit, et ce sera mes derniers points, à évoquer la manière dont précisément le concept de capacité juridique s'est construit, et le concept de capacité juridique qui semble que sa source civiliste, civiliste peut-être ancrée dans le droit romain, est pas la même qu'une source qui est plus politique, qu'on peut dire même peut-être théologico-politique, où d'un côté, il y a une manière d'appréhender la capacité juridique comme une manière de correspondre, de mise en correspondance entre les aptitudes de fait des personnes et leur reconnaissance sur le terrain du droit. Hein. Et on peut dire en tout cas au moins depuis le moment où on redécouvre le droit romain au XIVe ou au XVe, il y a dans le droit civil un souci de correspondance qui va être réaffirmé régulièrement et qu'on peut lire à travers le fait qu'il va y avoir un souci d'individualiser, d'être toujours au plus proche des capacités de fait, où le droit doit être vraiment le miroir des capacités de fait qu'on a dans la vie civile, c'est-à-dire dans la vie, dans les échanges qu'on a avec les autres, dans les échanges qu'on a avec des objets ou dans les manières dont on va se saisir de notre environnement. Il faut que le droit puisse être au plus proche de la capacité de fait. Alors c'est intéressant parce que ça renvoie aussi à une vision de la majorité historique dans beaucoup de traditions juridiques qui font une correspondance. Hein. On dit dans les peuples, disons, des historiens du droit vont dire dans des cultures guerrières, la majorité civile, c'est le moment où on peut porter l'armure, et l'âge de la majorité civile va évoluer du moment où on peut prendre les armes, par exemple. Dans d'autres cas, l'âge de la majorité civile, c'est le rituel de pouvoir tuer le sanglier où on devient chasseur. Dans d'autres cas, beaucoup plus récents, l'âge de la majorité civile, c'est montrer qu'on a des capacités de commerce qui permettent de monter la boutique qui va pouvoir faire subvenir aux besoins de la famille. Hein. Donc, il y a une correspondance entre une capacité qui n'est pas simplement individuelle, qui prend une fonction sociale et sa correspondance en droit. Et alors, en vis-à-vis de cette dimension civile de la capacité, ou parallèlement plutôt, on peut voir une source qu'on peut qualifier de plus politique. Alors, initialement, je vais la chercher dans l'ouvrage de Kantorowicz, qui est un ouvrage connu de théorie politique sur l'époque médiévale, on va dire, mais donc qui s'intéresse à la souveraineté royale. Et on voit que dans cet ouvrage, et d'autres des historiens anglais du droit viennent dire il y a le roi, hein, les deux corps du roi. En fait, c'est une doctrine des capacités. Hein, c'est une doctrine des capacités qui distingue un régime d'engagement souverain qui ignore les aptitudes de fait des personnes. Hein. Le geste souverain n'est pas un geste qui dépend de ses caractéristiques physiques, psychologiques, de son fonctionnement. C'est un pouvoir, une puissance d'agir qui vient pas de l'individu concret, hein, et le régime d'engagement concret de l'individu qui a un autre régime d'engagement dans le monde. Alors, cette référence de la capacité comme souveraineté me semble tout à fait intéressante parce que c'est bien ce qui va se jouer dans le moment moderne, donc fin 18e, disons 18e et fin 18e, là où, dans le contexte français, on associe capacité politique et capacité civile à travers le geste de première mise en application des droits de l'homme, d'essayer
de dessiner une constitution démocratique, il y a une manière de faire fondre la capacité civile et la capacité politique avec une dimension assez souveraine de l'individu maître de famille, du chef de famille initialement, puis progressivement des différentes personnes reconnues par le droit. Et de fait c'est bien cette souveraineté-là d'exercice des droits dont on fait des exceptions et dont la question des altérations des facultés personnelles, dont la question des handicaps constitue une exception centrale depuis le moment de naissance de ce sujet de droit moderne, de ce sujet qu'on peut dire des droits humains modernes. Donc, de fait, il y a bien une manière de, comment dire, le rattachement, hein, cette mise en équivalence d'un geste de souveraineté politique et d'un geste de pouvoir agir de manière autonome dans sa vie concrète, cette mise en équivalence, elle est pas reconnue. Elle n'est pas reconnue pour les personnes en situation de handicap. Et l'enjeu, bien sûr, de la capacité juridique universelle, c'est sans doute de permettre de reconnaître cette équivalence-là. Alors, dire encore deux mots, elle n'est pas reconnue, elle a conduit à la mise en place déjà de formes d'accompagnement, je le dis de manière un peu provocatrice, dans le sens où dans une certaine mesure, la naissance de la psychiatrie et des institutions psychiatriques, et notamment dans le contexte français de la loi de 1838, immédiatement pensée comme des mesures protectrices d'accompagnement, même si on n'utilise pas ce terme, c'est-à-dire qui vise à restaurer les personnes dans leur pleine capacité. Mais de fait le développement de ces institutions se fait en évinçant la question de la capacité de leur programme d'intervention sur les personnes. Hein. Il y a un modèle d'intervention par le droit sur les personnes considérées comme insuffisamment capables, qui se fait par un certain nombre de ressources publiques, hein, de droits sociaux, de prestations sociales, d'accès à des soins, d'accès à des services, hein, qui est pensé comme, dans une certaine mesure, conditionné par cette restriction de la capacité, de la capacité civile et politique. Alors, je terminerai peut-être là-dessus pour indiquer qu'il me semble que l'enjeu effectivement soulevé par la proposition de développer les formes d'accompagnement pour permettre d'abolir les systèmes de prise de décision substitutive, c'est bien une invitation à réintroduire la question de la capacité en droit social, hein, de la réarticuler aux sources civiles et politiques du terme de capacité auquel s'est adossé historiquement le sujet de droit. J'ai été un peu long, je m'arrête là-dessus. On ouvre peut-être un moment de discussion sur l'intervention de Benoît, si certains d'entre vous, certaines ont des observations, des commentaires, des questions, des réactions. Peut-être je pose la première. Ouais. Ah ben, allez-y. Ouais. Bonjour, c'est Arnaud Béal. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Bon, merci Benoît pour ton intervention qui était passionnante. Moi, j'avais peut-être des petites remarques,
question par rapport à ce que tu viens de présenter. Je m'interrogeais sur la place des sciences psy dans ce mouvement-là, comment elles ont été résistantes ou accompagnantes. Enfin, est-ce que tu pourrais en dire un peu plus? Tu l'as évoqué rapidement, mais si tu as des éléments par rapport à ça. Moi, je suis, comme tu le sais, voilà, bien intéressé par ces liens entre le droit et la vie quotidienne, et notamment comment ces droits humains là, ils s'intègrent ou pas dans cette vie quotidienne des personnes. Et voilà, ce que tu dis, ça pointe bien ce phénomène-là, quoi, ces tensions qu'il peut y avoir entre ces grandes valeurs universelles qui sont censées s'appliquer pour tout le monde, et puis en fait cette matérialisation de ces principes-là dans les rapports sociaux quotidiens. Alors voilà, je ne sais pas si c'est une question, mais ce que je me dis encore une fois en t'écoutant, c'est que la vie quotidienne est beaucoup plus complexe, et souvent beaucoup plus complexe que la manière de penser les droits en dehors de cette vie quotidienne, de manière abstraite. À un moment, tu as dit ça, que c'était des. Moi, je pense que c'est pas que les premières générations des droits humains qui pensent l'individu et les rapports sociaux de manière abstraite, mais tous les droits humains, en fait, que ce soit pour les personnes en situation de handicap ou non. Et qu'il y a une abstraction comme ça qui a du mal à se décliner tout le temps dans cette vie quotidienne, et que donc les normes de cette vie quotidienne, elles sont plus complexes. Elles sont plus complexes que ça, et qu'elles sont régies par d'autres logiques. Bon, voilà, c'était plus une réflexion. Et du coup, j'ai vraiment bien aimé ce que tu as dit autour de qu'est-ce qui qu'est-ce qui peut limiter les droits humains, l'application de ces droits humains, parce que c'est ça dont il est question, en fait, c'est quelles sont les barrières, quelles sont les limites de cette mise en pratique. Et l'un des freins que tu as identifié là dans tes travaux, c'est cette question de la vie, cette question de la mort. C'est la première fois que je t'entends dire ça, en tout cas, et je trouvais que c'était intéressant. Alors, du coup, je voulais faire le lien avec ce que tu avais dit avant, en disant, en fait, il y a une commune humanité dans cette production-là des droits humains. C'est ça l'enjeu, et que ça se caractérise dans ce mouvement social des personnes handicapées, par la revendication de cette capacité juridique universelle. Mais on voit que là, dans la vie réelle, il y a une commune humanité qui se joue là-dedans, quoi, dans cette vie. Alors, j'entendais vie biologique dans ce que tu disais. Je pense qu'il y a des niveaux un peu différents de vie aussi. Moi, je pense à la mort sociale, de certaines personnes. On pense aux grands exclus, voilà, des personnes qui sont aussi dans des situations sociales un petit peu, voire très, très, comment dire, caractérisées par une différenciation radicale avec quelque chose de commun, quelque chose de commun. Alors, du coup, je termine avec ça. Moi, j'avais en tête ce terme-là enfin, cette expression de sens commun, quoi. Qu'est-ce qui, en fait, est commun dans la vie quotidienne des personnes, et quel sens voilà, on construit en commun avec avec les personnes qui nous entourent, quoi. Et peut-être que, et ça rejoint peut-être la question de la rationalité, comment, en fait, dans ces relations sociales au quotidien, la question du sens que l'on met autour de la vie se construit, quoi. Bon, voilà, c'est un peu une réflexion à chaud, quoi. Peut-être je réponds déjà, j'essaye assez rapidement.
Alors oui, les sciences psy, elles ont un rôle central dans la technicisation de la prise de décision sur autrui, dans sa médicalisation, dans sa professionnalisation. De manière intéressante, fin 18e, il y a un débat entre Kant et un certain Metzger qui disent cette question de l'évaluation de l'autonomie des personnes, est-ce que ça doit s'enseigner en faculté de philosophie ou en faculté de médecine? Et c'est Metzger qui va l'emporter, là où Kant disait il faut rester sur une approche philosophique. Les sciences empiriques sont venues prendre le dessus, et donc les sciences empiriques et la psychologie est venue inviter à s'intéresser à la personne dans sa concrétude, et j'aurais envie de dire à oublier la dimension des droits humains des personnes vulnérabilisées ou handicapées, même si on n'utilisait pas ce terme. C'est la promesse du savoir technique, la promesse du savoir thérapeutique était à contrebalancer fortement l'enjeu d'un respect d'un sujet de droit, a envahi l'espace. Hein, et on reste dans les débats qu'il y a régulièrement entre le monde juridique et le monde clinique, hein, les cliniciens disant mais les juristes aux États-Unis veulent on s'en fiche que les personnes meurent si elles ont leurs droits. Hein, c'est la critique la plus forte, disons la plus. Il y a ce débat effectivement toujours. Est-ce que le souci qui prime, c'est un souci clinique pour la personne ou un souci symbolique de la place de la personne dans son humanité, hein, et cette tension-là, il serait un peu trop rapide de dire qu'elle se découpe par position sociale ou position professionnelle, mais de fait, c'est ça qui est mis au travail, et l'invitation de la capacité juridique universelle est une manière de faire baisser dans la hiérarchie les savoirs techniques de la clinique, hein, de dire ils doivent être au service d'une vision plus haute de la personne. Alors, sur la question je ne sais pas comment je la comprends, de la vie concrète, de la vie quotidienne versus celle de l'idéal, ou celle des droits humains, ou celle des droits comme quelque chose de très abstrait. Moi, j'ai l'impression effectivement que l'enjeu est l'enjeu à la fois politique et épistémologique du théorique à l'empirique, hein, c'est celui aussi de cette vie quotidienne versus des idéaux. Hein. Et effectivement, l'apport, il me semble, de Joas, c'est de dire les idéaux, ils ont une force affective, ils ont une force qui vient de la vie des gens, de l'expérience vécue, de l'expérience dans la coopération, dans le partage d'affect, dans le partage de compréhension commune et d'évidence commune, il y a la formulation d'idéaux. Hein. Donc, il n'y a pas des droits qui seraient d'un côté coupés de la vie sociale et de l'autre une vie sociale qui aurait ses normes propres. Il y a des droits humains qui sont une forme d'expression, d'effervescence de la vie sociale. Et clairement, on peut lire le moment de la négociation et l'histoire du mouvement social pour les droits des personnes handicapées comme des moments d'effervescence. Et il me semble que dans l'enjeu de Cap Droit et dans l'enjeu d'événementialisation, il y a aussi permettre ces temps d'effervescence qui nous font toucher du doigt les évidences communes. Hein, et encore une fois, des évidences qu'on découvre en même temps qu'on les crée. Hein, et je crois que la vie quotidienne ne peut pas, disons, et dans une certaine mesure, se réduirait à de la vie mécanique ou biologique si elle n'est pas traversée par cette potentialité d'idéal partagé, ou autrement dit d'un
d'un commun partagé. Donc, en ça, effectivement, il me semble que la dimension d'idéal précède, c'est l'instituant qui précède toute institutionnalisation, hein, et donc les déclarations ou la convention est une forme déjà de réduction formaliste par rapport à un effervescent qui relève bien du vécu, hein. Et puis, voilà, je ne me souviens plus de ta troisième question. Merci beaucoup à tous les deux. Benoît, si tu veux bien, du côté de Jean-Philippe Cobot, il y a des personnes en formation qui l'entourent. Il y a une question aussi pour toi. C'est pas c'est vraiment une question, mais au fond, vous nous proposez, j'ai l'impression qu'il est proposé là une quasi-refondation de la nature du sujet tel qu'il est pensé par le droit. Autrement dit, le droit le pense comme un individu rationnel, et vous nous dites, au fond, enfin vous nous dites, et puis par le fait de la Convention universelle, que cet individu, eh bien, on pourrait capter autre chose que sa rationalité pour entrer en relation avec lui et pour essayer d'appréhender ce qui, au fond de lui-même, est important pour lui. Voilà. Et la question que je me pose en tant que médecin et en tant que praticien, clinicien tous les jours, c'est, alors après, il y a les études du Caire qui nous proposent des solutions, mais comment est-ce qu'on va aller chercher cette intimité, comment est-ce qu'on va aller chercher cette volonté, ce qui est au fond d'eux-mêmes, au fond, et qui pourrait faire droit, hein, au même titre qu'une intervention tout à fait rationnelle, je veux ci, je veux là, voilà. Je sais pas, c'est une réflexion comme ça qui me vient et qui vous... Merci, elle est au cœur du problème soulevé par la Convention, de comment on interprète, si on ne donne pas de pouvoir, si on ne réduit pas la capacité des personnes, alors on met les accompagnants en position d'interprète et on leur oppose une obligation de respecter la volonté dans leur interprétation. Et effectivement, la difficulté clinique et procédurale, elle est bien dans cette interprétation de préférence et de volonté qui peuvent s'exprimer sous des formes rares, difficiles, minimes, et qui font conflit entre les différents interprétants, hein. Donc, la primauté donnée à la personne n'empêche pas, disons, conduit bien, déplace la difficulté vers une certaine forme de conflit des interprétations. Alors, ouais, je m'arrête là-dessus. Y a-t-il d'autres questions, d'autres commentaires ? Peut-être ça me permet de rajouter juste un point. Je n'ai pas du tout évoqué les questions relatives justement un peu la manière dont les théoriciens du Caire ont remis en cause les théories classiques du sujet de droit. Et je crois que ma manière d'interpréter la Convention, c'est effectivement de dire de fait les personnes suscitent des interprétations par des tiers, quel que soit leur mode de vie. Une capacité juridique pleine, c'est bien prendre acte qu'on suscite des actions d'autrui, hein, et comment faire que ces actions d'autrui restent in fine contrôlées
par une forme de souveraineté personnelle, hein. C'est-à-dire que c'est quand même remettre la question relationnelle et la question du care comme au service d'une souveraineté personnelle. Pour autant, il me semble qu'on peut difficilement, comment dire, ça pose pour moi la question de la manière de découper, et ça rejoint peut-être aussi des choses décrites par Arnaud sur évidemment la complexité du quotidien. Comment un moment de vécu devient l'objet d'une qualification juridique ou devient l'objet en amont d'une qualification juridique simplement d'un sentiment de prise de décision? Est-ce qu'il faut décrire des tas d'interactions informelles comme relevant de prise de décision au risque de démultiplier les complexités interprétatives, ou est-ce qu'il n'y a pas à penser effectivement la souveraineté et le moment de la décision comme des manières de découper le cours des interactions, le cours du vécu, de faire ressortir ces moments comme des moments qui rentrent dans des contestations possibles, dans des procédures possibles, hein. Mais en tout cas, ça pose la question de la manière de qualifier ce qui est des moments qui seraient plus importants dans le cours des choses, qui feraient prise de décision versus un mode mineur d'interaction dans lequel agir pour autrui relève d'un soin, j'ai envie de dire, constitutif qui est infra-juridique. S'il n'y a pas d'autres questions, j'en ai peut-être une petite, Benoît, pour t'inviter à peut-être développer, déployer l'épaisseur à la fois conceptuelle, mais aussi d'image de la notion de domestication. Quand tu dis que il y a la nécessité de domestiquer soit la convention, soit la notion de capacité universelle, est-ce qu'on sent qu'il y a plusieurs sens et qu'il y a notamment, moi j'entends notamment le droit domestique entre le droit international et le droit domestique, mais est-ce que ça signifie que dans ton esprit, il y a une forme de sauvagerie de la capacité universelle ou de l'interprétation par le Comité des droits de l'article 12 ? Oui, sauvagerie dans le sens, là encore, peut-être de moments d'effervescence, de moments de compréhension qui jusqu'alors n'étaient pas présentes, donc de sauvagerie comme effectivement comme manière de venir de faire brèche dans la vie civile, dans le déterminé de la vie civile, ou oui. Et sans doute, disons, je ne sais pas jusqu'où ça invite quand même à penser, comment dire, l'une de mes interprétations quand même de cette capacité juridique universelle, c'est quand même de considérer que dans le cadre des recompositions plurielles du sujet de droit, qui conduisent à faire de la nature potentiellement un sujet de droit, de faire que simplement les personnalités juridiques ne sont pas attribuées seulement à des personnes humaines, c'est aussi un geste de redélimitation de la commune humanité. Et donc, c'est rappeler qu'il y a un enjeu de frontière et que le jeu sur la capacité juridique reste un jeu qui risque de faire sortir les personnes avec une différence forte, avec
avec des handicaps forts pour nommer, pour nommer cette question du handicap là, tel qu'on le dit aujourd'hui, de réaffirmer fortement un enjeu de commune humanité, là où sans doute l'histoire du sujet de droit moderne laisse potentiellement une incertitude et des risques dans les débats éthiques contemporains. On sait bien que entre les compétences cognitives de certains animaux et des compétences cognitives de certains êtres humains, il y a des tas de brouillages, qui invitent aussi à reformuler une frontière forte. Alors, je te réponds un peu paradoxalement. Il s'agit de pouvoir prendre une idée sauvage pour réintroduire une maison commune qui détermine sa frontière, qui redétermine sa frontière. Merci beaucoup. Y a-t-il une dernière question ?